notre Zoom du jour, je reçois Iskander Yusupov, qui est ministre représentant du Tatarstan en France. Le Tatarstan, c'est une république de la Fédération de Russie qui compte 3,8 millions d'habitants, dont la capitale est Kazan, qui est connue notamment parce que cette ville va accueillir la Coupe du Monde de football et tout particulièrement la France l'été prochain. Le Tatarstan se situe entre la vallée moyenne de la Volga et l'avant-pays ouralien. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Avant tout, première question, quel est le rôle d'un ministre représentant ? J'essaie de vous expliquer rapidement. Tatarstan, comme vous avez bien souligné, c'est une des régions de la Russie, qui donc une seule différence par rapport à d'autres, c'est qu'on ne peut plus développer économiquement, avec certaines autonomies économiques, comme je vous ai dit, les relations avec le monde, avec différents pays. Et au début des années 90, quand j'étais le ministre représentant de la République à Moscou, pour gérer les relations avec le territoire russe, avec différentes ambassades, y compris l'ambassade de France, qui était à l'époque dirigée par Pierre Morel, on était en excellente relation. Après l'accord qui a été signé avec la Russie sur la répartition de pouvoir, la décision était faite d'ouvrir une antenne de la République, représentation en Europe, à Paris précisément, et on m'a confié cette tâche. Pourquoi la France était choisie? Je suis obligé de dire quand même que même les Français à l'époque ont compris que la Russie, c'est pas seulement Moscou, c'est pas seulement Saint-Pétersbourg, c'est composé de régions qui peuvent être intéressantes du point de vue économique. Et au début des années 90, les premières sociétés mixtes qui ont commencé à fonctionner entre la France et la Russie, la Nouvelle-Russie, à l'époque de l'époque, c'était société chez nous, Total avec notre société pétrolière Tatneft. Après, on a eu une autre société qui s'est implantée, Thomson à l'époque, qui a construit le système de contrôle aérien. Il y avait société Bouygues qui est impliquée dans la construction, société agricole. On s'est dit qu'il y a un énorme potentiel de développer les relations bilatérales. Et mon rôle, c'était suivre ce mouvement vers le développement de coopération, étant donné, même prévoyant vos futures questions, je peux vous dire que ça s'est bien développé, puisque après 96-97, on a eu la visite des Français en République, dirigée par le Premier ministre à l'époque, Alain Juppé, qui est venu avec les trentaine de chefs de CAC 40 qui ont découvert qu'il y a possibilité de business au Tatarstan. Et mon rôle, bien sûr, non seulement établir les relations avec l'administration française pour développer tout type de coopération administrative, culturelle, scientifique, économique, mais tous les acteurs économiques, les sociétés, leur apporter l'information sur les affaires business en Russie, plus particulièrement au Tatarstan, et développer une étroite coopération avec tous les acteurs du monde économique. Justement, les gens en France connaissent peu le Tatarstan. Quelles sont les richesses économiques, culturelles de ce territoire? Les richesses sont énormes. D'abord, je vais commencer par les racines de Tatarstan. En fait, si quelqu'un retrouve l'ancienne carte du monde, l'ancienne carte c'était du Xe siècle, commençant 7e, 12e, on retrouve, même j'ai vu ici en France, une immense territoire qui va de région de Volga vers l'Ural et qui est entouré par, qu'on entoure ce territoire quelques dizaines de fois de France, qui est avec le seul mot Tatari. Donc qu'est-ce que ça signifiait à l'époque? Tout le monde connaît qu'il y avait hors d'or, le grand empire de Genghis Khan à l'époque, qui après l'apparition de Russie, donc qui faisait partie aussi une composante intégrante de cet hors d'or, parce qu'il y avait différents royaumes qui existaient, et une des royaumes qui existait même avant que Ordor est apparu sur notre territoire, région de Volga, c'était l'État qui s'appelait l'État bulgare. L'État bulgare, avec les petites villes bulgares, qu'on vient de fêter aussi millénaire il n'y a pas longtemps, et d'où c'est le point le plus nord où l'islam était en quelque sorte appliqué, était pris, c'est le point le plus nord de Russie où l'islam est apparu, commençait de vivre. Donc après, l'État bulgare est transformé en Hanat de Kazan, et seulement avec la prise par l'Ivan Lutribil en 1552, cet Hanat de Kazan comme État a terminé son existence. Mais par contre, les peuples et les populations qui habitaient sur ce territoire, ce sont les Tatars, ils gardaient les racines de culture, l'ancienne de culture, des langues tatares, et surtout la culture, les langues, les danses, et ça c'est passé par les siècles, est arrivé
jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est très fiers d'être une république qui garde les patrimoines national, mais à part de ça, il y a d'autres monuments qui aujourd'hui sont entrés dans les patrimoine mondial protégé par l'UNESCO, comme Kremlin de Kazagne, comme comme la ville bulgare, comme petite ville Sviajsk. Mais ça, je vous dis que ce sont les richesses culturelles de la République. Actuellement, en passant aux richesses économiques, la première richesse, c'est plutôt le pétrole. Donc, au Deuxième Guerre mondiale, on a découvert qu'il y a un énorme gisement pétrolier à côté de ville qui s'appelle Almatyevsk. Cette ville qui est devenue très célèbre puisqu'on a aujourd'hui fait extraire presque 2,8 milliards de tonnes de pétrole. On peut dire que les richesses de l'Union soviétique de l'époque est venue de la République de Tatarstan, parce que tout ce pétrole, bien sûr, était utilisé par export. Et il y avait certaines années, c'est 1970-71, on produisait 100 millions de tonnes de pétrole par an. Ça, c'est énorme. Mais ce n'est pas seulement les richesses, parce qu'au cours des années, à part de production, on a construit plusieurs usines de pétrochimie. On est producteur de polyéthylène, l'industrie de chimie aussi. Donc aujourd'hui, à part de ça, on a une énorme industrie de mécanique, comme vous connaissez le camion Kamaz, qui a gagné 13 fois à Paris-Dakar, qui est le plus solide camion dans le monde. À part de ça, on a chantier naval, on a l'industrie hélicoptère, les hélicoptères de classe Mi civile et militaire qui sont exportés dans une quarantaine de pays du monde. On a aussi de l'agriculture qui est bien développée. Et en revenant notre place économique, non seulement à l'intérieur de la République, mais globalement en Russie, je peux constater aujourd'hui que nous occupons une place très importante, parce que si vous prenez 30% de tous les pneus produits globalement en Russie, 30% ça vient de République de Tatarstan. Pareil pour polyéthylène. Les moitiés de polyéthylène russe sont produits chez nous. Les moitiés presque de caoutchouc aussi viennent du Tatarstan. On peut citer d'autres exemples. Vous voyez, avec le développement et investissement énorme dans le développement de notre industrie de pétrochimie mécanique, nous avons réussi de bien s'installer, construire un modèle assez fort économique pour survivre vraiment les fluctuations mondiales, des changements, des cours, parce qu'on ne dépend pas beaucoup de l'exportation de l'intérieur. Mais je vous ai mis les richesses, j'ai mentionné déjà une des richesses à l'agriculture. On est producteur numéro 1 en Russie pour le lait. Donc, pour les poulets, peut-être un deuxième producteur en Russie, parmi d'autres régions. Mais ça signifie que dans les produits de base, on est presque autosuffisant. Mais ce qui nous manque et ce qu'on envisage des Européennes et des Français, c'est qu'on établit les contacts directs pour monter différentes sociétés mixtes, ou bien on attend l'investisseur dans les cadres pour monter les filiales de transformation de toute cette richesse. Oui, l'agriculture prend une place importante parce qu'on voit notamment à Kazan, vous avez un magnifique bâtiment qui est le ministère de l'Agriculture. Oui, ça c'est un peu curieux qu'on a investi énormément dans le bâtiment qui symbolise, mais ça c'était très important parce que notre premier président qui s'appelait Chaïmiev, il a dit, même avant qu'on a commencé de développer l'industrie, globalement, aujourd'hui même l'industrie est bien développée, il a dit, le pays ne peut pas... donc, ou bien les régions ne peuvent pas devenir indépendants économiquement globalement s'ils ne peuvent pas produire les productions agricoles. S'ils ne peuvent pas se nourrir, donc ce n'est pas la peine de parler qu'ils peuvent développer, construire les avions, les hélicoptères ou d'autres choses. Donc on a investi énormément dans les productions filiales agricoles et d'où l'importance de la construction d'énormes ministère de l'Agriculture qui supervise un peu l'activité dans les régions, parce que Tatarstan est composé lui-même dans différentes régions. Donc, c'est fait partie de l'attention particulière au développement agricole, c'est la vie quotidienne de notre gouvernement. Donc, il est en contact permanent avec les petites régions du Tatarstan. Alors, le Tatarstan, c'est donc une histoire, des richesses économiques, culturelles, mais c'est aussi une spécificité culturelle. Si on se balade dans Kazan, on peut voir la mosquée blanche et bleue qui s'appelle le Kol Sharif et qui est à quelques pas d'une église orthodoxe. Comment cohabitent les religions? Parce qu'on n'entend jamais de problème par rapport à cette région de Russie.
Oui, ça c'est une question très intéressante. Je peux vous donner une idée comment ça se passe aujourd'hui, que Tatarstan est considéré comme la vitrine de cohabitation paisible de toutes les religions, la vitrine de la Russie globalement. Et ça c'est lié bien sûr au parcours de l'histoire. Donc l'histoire qui est un peu l'ancienne, d'abord comme je vous ai dit, la culture tatare c'est le peuple très paisible qui n'a jamais mené la guerre, lui-même n'était pas jamais à l'origine de guerre de telle ou telle façon, mais par contre il était orienté vers l'agriculture, il est orienté vers la culture carrément, et ce que je peux vous rappeler, c'est que dans le cadre de premier déplacement de Catherine le Grande à Kazagne, c'était au XVIIIe siècle. En arrivant à Kazagne, il a dit c'est incroyable. Donc on a traversé une partie de la Russie, et en arrivant à Kazagne, on s'est dit ah, on est arrivé en Asie. Donc il y avait le mélange un peu des mosquées, petites mosquées et l'église. Et il a utilisé, en voyant que tout est bien là-bas, c'était déjà le XVIIIe siècle, il a dit j'autorise de construire les mosquées en pierre, puisque avant c'était tout en bois. Donc ça c'était un petit impulse pour faire développer l'édifice culturel islamique, et sur les territoires qui étaient peuplés non seulement par les gens qui pratiquaient l'islam, mais qui pratiquaient d'autres religions. Et au cours des années, étant donné qu'il n'y avait pas grand mouvement de cette population, de ce territoire, on a vu apparaître aujourd'hui plusieurs familles mixtes, donc on voit les gens, quelqu'un qui appartient à l'église orthodoxe, qui pratique, quelqu'un qui appartient il pratique l'islam. Donc, et c'est pour ça que non seulement le fait qu'il y a beaucoup de mélanges en la famille, puisque c'était tellement tolérant les religions que tout était autorisé. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas aucune interdiction pour se marier pour celui qui pratique l'islam, une femme qui pratique les religions orthodoxes ou d'autres. Et au fur et à mesure, donc on a vu apparaître très proche de l'autre, sur les mêmes rues, l'église et les mosquées. Et les gens fréquentaient parfois les deux à la fois. Donc ça veut dire que c'était tellement tolérant, et le fait que vous évoquez, il y a une énorme mosquée Kremlin de Kazagne qui s'appelle Kul Sharif, il existait avant même que la Kazagne était détruite par les vents terribles, le Kremlin a été détruit, c'était un bois. Donc, il est à côté, il est construit à côté d'une énorme église. Et ça, mais par contre, ça explique le fait qu'il y a les mariages mixtes et le fait qu'il y a les édifices à tour, ça explique pas tout, puisqu'il faut quand même comprendre que il y a l'effet énorme s'est joué par les formateurs, par les imams qui pratiquent l'islam, non seulement qui pratiquent l'islam, qui enseignent l'islam. Et chez nous, depuis des années, c'est tellement, non seulement ces formations étaient tellement paisibles, mais c'était fait par les gens qui habitaient dans les républiques. C'est pour ça que si on n'a pas aucune influence radicale du monde arabe, ça reste toujours dans l'espace de paisible cohabitation. C'est pour ça qu'après les attentats algériens à Paris, je me rappelle cette époque, le ministère de l'Intérieur de la France m'a demandé de monter une mission de préfet pour enseigner comment vivent et cohabitent différentes nations, et surtout l'islam. Mais par contre, tout ce qu'ils ont appris, ce n'était pas, à mon avis, bien appliqué, parce que c'était très avec laïcité, avec l'approche, non. Et après, donc, on a eu le suivi de cette quand même tendance de renseigner comment, quand même, dans certains endroits du monde, il y a coexistence paisible de différentes nations. D'où il s'explique l'explication de notre visite de Pierre Chevènement, qui visitait aussi Kazagne, Tatarstan, avec le même but, étant nommé par François Hollande, responsable de l'islam en France. Mais par contre, comme je vous dis, la laïcité joue son rôle en quelque sorte d'obstacle pour ne pas permettre aux imams islamiques qui viennent de différents pays arabes de pratiquer. Parce que chez nous, c'est interdit carrément aujourd'hui. On n'autorise pas aucun islam venu de l'extérieur pratiquer dans les mosquées, dans les édifices religieux. Alors, la Russie,
c'est un État-continent, c'est gigantesque. Quelle part d'autonomie politique, économique pour un territoire comme le Tatarstan? Oui, je préfère de ne pas parler d'autonomie politique parce que nous sommes tous, nous faisons partie d'une grande puissance mondiale qui s'appelle Russie, qui est membre du Conseil de sécurité, avec l'arme nucléaire bien sûr qu'il possède. Donc tout ce que nous faisons, c'est tout les possible pour faire développer ces territoires. Mais le fait qu'on ait un accord et soutien avec l'autorité fédérale nous permet de développer toutes sortes, dans les cas de diplomatie parallèle par rapport à la diplomatie russe globale et diplomatie politique, développer toutes sortes de relations avec différentes régions et différents pays. Nous avons bien réussi, étant donné qu'on est devenu un acteur majeur économiquement indépendant sur le front international. Donc parfois, on établit les relations carrément avec les pays, parce qu'il y a certaines zones du monde qui pratiquent l'islam, et étant donné qu'on est au Tatarstan, on est moitié, il y a moitié, on peut dire moitié islam pratiqué par la moitié de la population, il y a une autre orthodoxe. Donc on est considéré comme une république qui est proche de valeurs un peu de l'islam. Mais ce n'est pas pratiqué à 100%, dans les 100% en quelque sorte. On ne peut pas dire que les moitiés sont pratiquants islamiques. Mais le fait, ça nous permet d'avoir les sensibilités relationnelles avec le monde arabe. Donc notre président fait partie de groupes de réflexion nommés par Poutine, président de la Russie, sur la coopération avec le monde islamique. Donc on visite Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, etc., avec certains messages d'autorité russe. Donc ça veut dire, mais nous ne sommes pas à l'origine de cette initiative. Mais en quelque sorte, nous soutenons et l'axe global de la Russie est de développer les relations avec le monde, et nous faisons partie intégrante de ce mouvement, en quelque sorte, comme le relais relationnel. Mais à part de ça, avec certains pays de l'Europe, étant donné que certains pays ont bien implanté chez nous comme investisseurs, on a relation parfois au niveau du président. Parce que quand notre président se déplace en Finlande, il rencontre le président de Finlande, bien sûr avec l'autorité russe à côté. Donc pareil avec cette Hongrie, République tchèque, Autriche. Pour la France, c'est un peu compliqué, quand même, c'est tous les niveaux régionaux, c'est pour nous, donc on peut faire ce que nous devons faire, développer les relations avec les régions françaises, et nous faisons, à mon avis, bien ce travail. Alors on va parler de choses plus sérieuses ou moins sérieuses selon le point de vue. Alors vous allez recevoir la Coupe du Monde de football, et notamment l'équipe de France dans la ville de Kazan. Comment a été reçue cette nouvelle par les habitants de Kazan? Ah, ça, c'était... D'abord, on était très honorés d'être choisis comme ville qui va accueillir les Français, parce que la France est un pays qui est bien aimé au Tatarstan, qui est bien sûr bien aimé en Russie globalement, avec les culture française qui pénètre toute la vie russe, avec les romans, avec le cinéma, avec parfois, je me disais que moi je suis ressortissant moi-même de l'Union soviétique, donc même à l'école russe, on a lisé beaucoup plus les auteurs français que mes enfants qui faisaient l'école ici en France ont passé dans le cadre de leur parcours scolaire. Donc c'est pour ça qu'on était très contents, non seulement parce que Kazan c'est la capitale sportive de la Russie globalement, qui est considérée comme capitale sportive. Ça va permettre d'établir les liens supplémentaires, ça va donner une nouvelle expérience, parce que on est déjà deviennent habitués pour accueillir différents événements internationaux et sportifs de l'ordre mondial, européen, national, avec ce qui a commencé par Universiade de jeunesse en 2013. Ça, c'est le deuxième jeu après Olympiade, par nombre de participants. Donc après, on a accueilli le Coupe de monde de natation, le championnat du monde de natation, après le championnat européen de judo. Chaque année, on positionne 2-3 événements européens. Et même, c'est curieux, mais les Parisiens ne voient pas ce type d'événements, mais on a accueilli même sur notre lac
Kaban, qui traverse Kazagne, plein centre, une des tournois de Formule 1, des bateaux Formule 1. Donc c'était les petits bateaux de grande vitesse qui circulent. Donc, et même en position, on propose à tout le monde de venir organiser ces événements. C'est pour ça qu'on est très fiers et très honorés. Et je peux vous assurer déjà qu'on attend les chiffres qui étaient déjà avancés. C'est 20 000 supporters français. On serait content d'accueillir 20 000 Français qui, d'un coup, vont découvrir qu'est-ce que c'est que notre remarquable capitale de notre République. Et bien sûr, ils vont profiter de richesses culturelles de vie. Ils peuvent visiter plusieurs endroits et surtout les richesses culinaire, puisqu'il y a la cuisine tatar, c'est très particulier et donc c'est très intéressant. Oui. Alors, un aspect peut-être un peu moins sympathique, est-ce qu'il y a des risques de hooliganisme dans le Tatarstan? Parce qu'on parle beaucoup de hooliganisme autour de la Coupe du Monde. Oui, dans les règles générales, bien sûr, il y a beaucoup de hooliganisme. Parfois, il y en a dans différents événements internationaux. Mais c'est beaucoup moins au Tatarstan que dans certains d'autres endroits. Parce que, avec toutes, je vous ai cité ces événements, universiades, des événements sportifs, on a pris l'habitude de mobiliser énormément des polices, non seulement locales, mais polices de région de Volga. Donc ça veut dire, carrément au moment des événements, on triple le nombre de policiers sur la rue. Et parfois on dit, donc on voit à la portée d'un policier à chaque endroit les policiers qui vont venir pour assurer pendant presque 3 semaines la sécurité des gens. Et même ce qui était prévu aussi dans le cadre de, on va créer bien sûr le zone de fans pour différentes équipes qui viennent. Donc on aura les Français viennent pour jouer le 16 juin. Ce serait le premier match avec l'Australie. Bien sûr, évidemment, on a les fan zones de l'Australienne, les fan zones des Français qui vont être séparés et la sécurité va être assurée. Mais bien sûr, dans la ville, on va essayer de faire tout les possible. J'ai quand même entendu parler que l'État, Fédération de la Russie, étudie actuellement. La décision est déjà prise pour autoriser l'alcool dans les trains qui vont transporter. C'est bien, ça, c'est bien, mais par contre, on ne maîtrise pas ce qui se passe dans le train, globalement. Mais par les trains, bien sûr, on va transporter différentes équipes séparées des fans et des supporters. Ouais, avec l'Australie et la France, vous avez quand même moins de risques qu'avec des pays comme l'Angleterre. D'abord, ni Français ni Australiens ne sont pas connus par l'acte de hooliganisme, d'après ce que je sais. Non, a priori, c'est pas... A priori, oui. Alors, en revanche, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des critiques, notamment de la presse occidentale, qu'elle soit issue du Royaume-Uni ou de la France, qui sont parfois très critiques à l'égard de la Russie? Est-ce que vous ne pensez pas que ces critiques risquent de gâcher la fête, en quelque sorte? Non, je ne crois pas. Et même, je suis sûr, on n'a aucun risque de ce point de vue parce que, regardant la presse russe, la télévision russe, tout ce qui ressort, même de certaines tensions diplomatiques liées à contexte un peu malentendu dont tout le monde est au courant, ce n'a jamais été la question de lier le sport avec tous ces événements. C'est seulement, bien sûr, vous avez cité l'anglais qui ont fait la référence à leur participation de leur famille royale d'un événement, mais au niveau de l'attitude des Russes, globalement, il n'y a aucun souci, ça n'a jamais été remonté à tel niveau, donc l'Occident n'est pas du tout considéré ni comme ennemi, ni comme quelque chose qui doit être regardé à travers des prismes de tel et tel malentendu politique. Au contraire, donc on attend avec impatience les étrangers à venir. Moi, je me rappelle moi-même, à l'époque, quand moi j'étais étudiant à l'université de Kazagne, donc on accueillait plusieurs groupes de Français dans le camp de jeunesse. Donc il existait, bien sûr, c'était bien sûr Parti communiste, socialiste à l'époque qui organisait ces voyages, mais les peuples étaient liés entre eux et c'est le sport, j'espère bien, va jouer le rôle positif dans l'épaisement de différents malentendus qui ont surgi. Oui. Une dernière question, encore beaucoup plus légère là pour le coup. Est-ce que la Russie peut gagner la Coupe du Monde de football ?
Je veux bien, parce que nos footballistes jouent dans l'équipe nationale, mais j'ai quand même préféré de ne pas de pronostiquer là-dessus. Mais ce qui est sûr, et sur quoi je peux pronostiquer, que les Français vont revenir chez nous pour un autre match de huitième de finale. Donc ce qui va passer 30 juin. Parce que leur groupe, d'après ce que je sais, n'est pas trop fort. N'est pas trop fort, pas trop fort, bien sûr. Chacun est fort, mais vous avez le risque de découvrir Kazan 2 fois. Donc, bienvenue au Tatarstan. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.